Merci beaucoup à vous tous d'être venus aujourd'hui si nombreux à Marseille, dans cette salle d'auditorium des archives municipales de Marseille. Nous sommes ravis, en tant qu'association organisatrice du Train de la petite enfance et parentalité, l'association Éducation pour la petite enfance, d'être parmi vous aujourd'hui. Nous avons donc aujourd'hui tout un panel de belles conférences à venir qui compléteront celles aussi de ce matin. Nous avons également notre train de ressources avec 6 voitures thématiques que vous pouvez visiter voie E en gare de Marseille-Saint-Charles, donc qui se trouve à peu près à 10 minutes à pied. Voilà, donc n'hésitez pas à relancer plusieurs thématiques, des pleurs du bébé, des colères, les émotions dont Isabelle Filiosa a parlé tout à l'heure, sont vraiment présentes dans les différentes voitures, et y compris tout ce qui est notion de communication non violente, d'éducation bienveillante, empathie. Voilà, donc beaucoup de ressources qui sont vraiment qui compléteront à merveille les conférences d'aujourd'hui. Merci à vous, donc professionnels de l'enfance et parents. Merci à vous, intervenants, d'être venus aujourd'hui, d'être présents, d'être solidaires du Train de la petite enfance. Je laisse maintenant la parole à Gaëlle Guernalec, qui va donc modérer les conférences du jour. Voilà. Merci Aurélia. Oui, je suis ravie moi aussi de vous accueillir. Bienvenue. Donc effectivement, nous aurons d'ici 5 petites minutes une conférence pour poursuivre cette matinée donnée par Olivier Morel et Séverine Miranda Landucci. Je vous salue, bienvenue, merci d'être là avec nous. Avant de leur laisser la parole, nous vous proposons de regarder un court extrait du film L'Arbre de l'enfance d'Anne Barth, qui est actuellement sur les écrans au cinéma, sur grand écran. Alors là, vous allez en avoir un tout petit condensé, en espérant que ça vous donnera envie. Ah, avec du son. Ça va venir. Il y a toujours un petit temps de décalage où on a l'image, puis après on a le son. C'est pour faire venir la technique. Sinon, il reste caché là-haut. Merci la technique. Non. Non, ça c'est pas du vrai son. Changer un monde. Un petit peu de sport. On mange tellement bien dans le train, il faut éliminer. Et ce serait possible de baisser un peu la lumière? C'est moi? Ah bon? Ah là-bas, ouais. Non, faut pas me demander des trucs techniques à moi. Ok, d'accord. Il faut changer un monde. Ça, c'est très important. Il faut se dépêcher. Je pense que les enfants, ils trouvent pile poil le petit truc à mettre devant leurs parents, et puis parfois ils l'agitent jusqu'à ce que les parents ils... Mais après, des fois, c'est quand même rare que j'ai une conversation avec des adultes philosophiques. Je crois que j'en ai peut-être jamais eu. Et du coup, effectivement, si on a des adultes heureux, ou qui respirent, ou qui sont épanouis, bah évidemment que ça va nous donner envie, entre guillemets, d'être adultes. Ça tombait. Je me réveillais la nuit, j'avais le ventre tordu de voir que j'avais été capable de faire du mal à ma fille. Ma fille, c'est tellement précieux. Il devrait être interdit de faire peur à un enfant. Un collègue de bureau, il nous énerve, on va pas lui dire mais tu vas te calmer, je te mets une claque.
Et la maltraitance émotionnelle, hein, ça agit vraiment au niveau du cerveau. Hein. Il y a des publications qui montrent exactement où est-ce que ça agit. Je pense que notre génération à nous, elle est un peu charnière entre des générations avant où on ne se posait pas tant de questions, il n'y avait pas de psycho, il n'y avait pas de remise en question et tout. Et là, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. L'enfant, c'est pas c'est mon enfant, c'est une vie qui arrive sur Terre et on partage cette vie-là. Alors jusqu'au bout, je vais l'accompagner pour que ça devienne un magnifique arbre. Il y a une très grande obscurité, on avance en aveugle, tant qu'on n'a pas revisité sa propre histoire. Je suis archi convaincu qu'on n'aura pas de paix dans le monde tant qu'on n'aura pas de paix en chacun. Le monde, le prochain monde, voilà. Merci. Alors, bon, ce n'était pas optimum comme condition, mais je pense que vous avez pu saisir à peu près le message. Il me semble que c'est une excellente introduction pour ce qui va suivre, parce que nos intervenants connaissent tout ça par cœur. Donc, je vais les accueillir. Vous allez me rejoindre. Donc là, nous accueillons Olivier Morel. Olivier Morel, qui est donc... alors, d'abord un père de 5 enfants, et vous êtes 8 fois grand-père. Donc déjà, ça, c'est impressionnant. Hein, rien que ça, c'est impressionnant. Cela dit, 8 fois grand-père avec 5 enfants, vous pouvez faire mieux. Hein, enfin, vos enfants peuvent faire mieux, encore. Alors, vous êtes un professeur agrégé de lettres en retraite maintenant, mais loin d'être inactif, hein, on peut le dire, puisque vous avez créé l'Observatoire de la violence éducative, d'accord, l'OVO, que vous devez certainement connaître. Vous avez été très inspiré par les écrits d'Alice Miller et très inspiré par votre femme. Parce que dans l'ombre des grands hommes, il y a souvent une femme. Hein. À vos côtés, nous avons Séverine Miranda-Landucci. Alors vous proposez depuis 18 ans un accompagnement en communication relationnelle et en développement personnel. Vous avez participé à la création de nombreuses écoles alternatives. Vous conseillez, vous formez les parents et les professionnels en communication adulte-enfant basée sur l'écoute empathique. Et vous êtes membre de l'OVO et de Stop VO. Tout à fait. C'est ça. Ben, nous sommes ravis de vous accueillir. On va essayer de remettre un petit peu de lumière, sinon on ne va pas bien vous voir. Est-ce que vous voulez vous asseoir? Est-ce que vous voulez qu'on vous mette 2 sièges comme ça? C'est plus confortable pour vous? Ben, on va faire ça. On va vous installer des sièges. Voilà. Et puis moi, je vais essayer de remettre la lumière. Scène. Fiat Lux. Voilà. Est-ce que ça vous va comme ça? C'est bien? Super. Vous les voyez bien? Ok. Alors maintenant, vous allez bien les écouter. On se retrouve après leur petite présentation pour un temps d'échange. Il est allumé. Vous le mettez bien sous votre menton pour qu'on vous entende bien. Merci. Moi, il manquait juste timing. Pour le timing, vous nous dites. Je vous dirai. D'accord, ça marche. Petit signe, plus que 5 minutes. D'accord. Et puis quand je ferai ça, on arrête. Ok, ça marche. Merci. Donc j'y vais. Merci. Bonjour. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le titre de ma conférence, c'est le titre d'un de mes livres, Oui, la nature humaine est bonne. C'est un titre qui peut paraître un peu provocateur et même aberrant quand on voit ce qui se passe dans le monde et toutes les violences auxquelles on assiste. Mais justement, c'est le point de vue que je voudrais défendre. Je crois vraiment que la nature humaine est bonne. Alors pourquoi on peut le croire? Eh bien, essentiellement, à mon avis, à partir des dernières découvertes qui ont été faites sur les enfants au cours des dernières décennies. On a découvert et montré, prouvé scientifiquement, que les enfants portent en eux une véritable programmation à la vie sociale. Et ce n'est pas étonnant. Nous sommes des animaux sociaux, et quand je dis animaux, ce n'est pas du tout péjoratif, c'est notre base biologique. Nous avons un corps qui n'est pas tellement loin de celui de nos cousins les singes. Bon, nous avons une intelligence en plus, mais enfin, notre corps
il a été, et notre cerveau surtout, ils ont été programmés pendant des millions d'années, je dis bien des millions d'années parce que c'est même avant que l'espèce humaine existe, l'espèce Homo sapiens, hein, ça c'est depuis 200 000 ans, c'est pas beaucoup, mais depuis des millions d'années, notre cerveau a été programmé pour la vie en société. Et donc, les enfants naissent avec des capacités qui les préparent à la vie en société. Alors je vais en énumérer quelques-unes et essayer de vous montrer leur importance, peut-être des choses que vous connaissez très bien, peut-être que je vais enfoncer des portes ouvertes, mais enfin c'est utile, je crois, de regrouper cela. Une des premières manifestations de ces capacités relationnelles du bébé, c'est l'attachement. À peine détaché du ventre de sa mère, il est capable, si on le pose sur le ventre de sa mère, de s'orienter vers les seins de sa mère et de recréer un attachement physique. Seulement cet attachement physique, comme il va se mettre à téter, ça va devenir un attachement beaucoup plus complexe parce qu'en tétant, le bébé déclenche une hormone dans le corps de sa mère, c'est l'ocytocine, qui est à la fois l'hormone de l'allaitement et l'hormone de la tendresse. Autrement dit, il y a une espèce de dialogue entre les deux organismes de façon que la mère se sente encore plus proche de son bébé si elle ne l'était pas déjà. Et c'est le bébé qui a déclenché cela. Après, vous avez d'autres comportements d'attachement que déclenche le bébé parce que pour lui, c'est essentiel du fait que son organisme sait, au fond, que si on l'abandonne, il meurt. Et donc, il faut s'attacher à tout prix. Et deuxième moyen d'attachement, les pleurs, qui sont des appels. Plus tard, les sourires, les bras tendus, qui attirent les adultes qui sont autour de lui. Donc, il crée véritablement l'attachement par ce moyen. Or, l'attachement, c'est la base de l'affection, c'est la base de l'amitié, c'est la base de l'amour, c'est-à-dire des relations les plus fortes qui existent dans nos sociétés. Deuxième capacité relationnelle très importante, c'est l'imitation. Vous savez que quelques heures après la naissance, le bébé est capable d'imiter des mimiques qu'on fait devant lui, tirer la langue, ouvrir la bouche. Et il faut voir que c'est un processus complexe parce qu'il faut que le bébé voie la mimique, qu'il l'enregistre dans son cerveau et que son cerveau soit capable de mettre en marche les muscles qui vont lui permettre de tirer la langue, d'ouvrir la bouche. Autrement dit, il y a un échange là qui se fait encore par l'imitation et qui va se poursuivre pendant tout le développement du bébé. Il va apprendre comme ça à marcher, à parler, et ainsi de suite, tous les comportements, tous les codes qui lui permettent de s'intégrer dans la société. Troisième comportement essentiel, vraiment essentiel, surtout quand on pense à la violence, c'est l'empathie. Le bébé éprouve très tôt les émotions des autres. Vous savez que l'empathie, c'est le fait de ressentir les émotions des autres, de vraiment les éprouver dans son corps. Alors, c'est un moyen de communication formidable, c'est un moyen de communication affectif entre les personnes, donc c'est une forme de relation sociale, mais c'est surtout un formidable frein, et je crois que c'est le seul véritable frein efficace à la violence. Parce qu'à partir du moment où on ressent les émotions des autres, eh bien on évite de les faire souffrir parce qu'on les ressent soi-même. Et donc, on dit quelquefois que pour vaincre la violence, il faut la culture, la morale, la religion. Non. L'essentiel, c'est l'empathie. À partir du moment où on a de l'empathie, on évite de faire souffrir les autres. Quatrième comportement encore étonnant, c'est l'altruisme. Ça a été mis en lumière très tôt, récemment par un scientifique allemand qui a montré que des bébés qui marchent à peine sont capables, lorsqu'ils voient un adulte en difficulté, de venir à son secours, par exemple pour ramasser un objet que l'adulte n'arrive pas à ramasser. L'enfant arrive, on ne lui a rien dit, mais il arrive, il ramasse l'objet, il le tend à l'adulte. Vous pouvez voir ça sur Internet, ces expériences. Et la preuve que c'est quelque chose qui n'est pas induit par l'éducation, c'est que les grands singes, les chimpanzés au moins, sont capables de faire exactement la même chose, d'aider quelqu'un qu'ils voient en difficulté. Donc nous avons
Alors on pourrait ajouter à cela encore le sens de la justice. Ils l'ont très tôt, les bébés. La capacité de consoler un autre bébé. On le voit dans les crèches fréquemment, ça a été filmé, notamment par Hubert Montagnier. La capacité de se réconcilier après les conflits, ce qui montre bien que la dérive vers la violence, si vous voulez, elle n'est pas intégrée en nous. Nous avons des moyens à la fois de freiner la violence et de la corriger quand elle a eu lieu. Donc, comment se fait-il que nous qui sommes, au fond, les bébés sont des experts de la vie sociale, en un sens, très tôt, comment se fait-il que nous ayons fait une humanité capable d'horreurs épouvantables? L'histoire de l'humanité, c'est un tissu de guerre et de massacres, c'est assez horrible. Comment se fait-il qu'on en soit arrivé là? Je crois que la raison, c'est le moyen qu'on a inventé à partir d'un certain moment de l'histoire de l'humanité pour éduquer les enfants et qui est devenu rapidement universel. On pourra s'interroger, si vous voulez, dans le débat sur les raisons pour lesquelles c'est devenu universel. C'est la violence. Dès la première apparition de l'écriture, c'est-à-dire il y a 5000 ans, 3000 ans avant Jésus-Christ, on voit dans les textes de toutes les sociétés, vraiment toutes les sociétés, des proverbes qui disent il faut frapper les enfants, qui recommandent aux parents de le faire parce que c'est la seule façon de les éduquer. Alors, quels sont les effets de cette violence? D'abord, en quoi le phénomène est massif? D'abord, donc, je vous ai dit, il est très ancien, au moins 5000 ans, mais probablement plus. Il est universel, vraiment partout. Chine, Inde, Amérique précolombienne, partout on pratiquait la violence. Il est extrêmement intense, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça s'est atténué dans certains pays, mais pendant très longtemps, ça a été les coups de bâton, les coups de fouet, le maintien des enfants dans des positions douloureuses, les insultes, les humiliations considérées. Attention, ce n'est pas de la maltraitance, c'était la bonne façon d'élever les enfants. Donc, en plus, c'était imposé aux enfants pendant toutes les années où leur cerveau se formait, c'est-à-dire que leur cerveau était sculpté ou est encore sculpté par ce mode d'éducation, ce mode de relation qui forme la personnalité des enfants. Et en plus, c'était imposé aux enfants par ceux qui étaient leurs modèles les plus proches, c'est-à-dire les parents, les maîtres, les adultes de leur environnement. Alors, comment cette violence a-t-elle pu agir sur les enfants pour en arriver à faire une humanité qui est, on peut dire, vraiment devenue dangereuse, pas seulement pour nous d'ailleurs, mais pour tout notre environnement? Eh bien, c'est que cette violence, elle a agi sur tous les comportements relationnels innés que je vous ai énumérés. Voyez par exemple l'attachement. Quand on frappe un enfant, qu'est-ce qu'on lui apprend? On lui apprend qu'on peut aimer quelqu'un, parce que les parents aiment les enfants en général, et ils le leur disent, et le frapper, et lui faire violence. Leçon extraordinaire. Bonjour la violence conjugale. Je t'aime, mais je te bats. Ça va avec. Pensez aussi que certains des moyens violents qu'on utilise, et parmi les plus banals, la fessée par exemple, peut rendre quelqu'un masochiste à vie. Il y en a eu de nombreux exemples et on ne les connaît pas tous, loin de là. Deuxième comportement relationnel, l'imitation. Alors là, c'est très clair. La première chose qu'on apprend à un enfant quand on le frappe, c'est à frapper. Et pire, on lui apprend qu'un être grand et fort peut frapper un être petit et faible. On lui met ce schéma dans la tête comme étant parfaitement normal et même éducatif. C'est vraiment une leçon terrible. Et il ne faut pas s'étonner si ensuite on voit des gens, par exemple, piétiner des personnes à terre, frapper des personnes âgées, des enfants, des femmes, etc. Qu'est-ce qu'ils ont subi auparavant? Troisième comportement relationnel, l'empathie. Eh bien, un enfant qui est souvent frappé, et quand on commence à frapper un enfant, on risque d'être amené à le frapper souvent,
un enfant qui est frappé, il est obligé de se blinder, il est obligé de se défendre, il est obligé de s'endurcir. Or, qu'est-ce que c'est que s'endurcir? C'est se couper de ses propres émotions, c'est se couper de ce que l'on ressent pour ne pas le ressentir trop fort. Et il paraît que ça marche. Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils avaient reçu des coups, mais au bout d'un moment, ils ne les ressentaient plus. Seulement, l'effet secondaire, l'effet collatéral, c'est qu'à partir du moment où on s'est coupé de ses propres émotions, on risque de s'être coupé de son empathie, de sa capacité d'empathie, et à ce moment-là, la violence peut se libérer de façon totale, générale, parce qu'il n'y a plus de frein intérieur. Il peut y avoir des freins extérieurs, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, mais ça, c'est extérieur. Et quand le risque de violence est à l'intérieur, c'est autre chose. Donc vous voyez, je pourrais encore énumérer tous les autres comportements relationnels. Ils sont tous détruits par la violence. Je dis pas toujours détruits absolument, je dis altérés, mutilés ou quelquefois pervertis même par la violence éducative. Donc ça montre que nous avons subi un dressage terrible, nous en tant qu'humanité, mais justement le côté positif, c'est que ça peut se redresser. Ça peut se redresser si on met fin à cette façon d'élever les enfants que la majorité des gens croient bonne. Ce n'est pas du tout par méchanceté, ce n'est pas du tout par cruauté qu'on l'applique. Non, on le fait parce qu'on croit que c'est bien. Mais malheureusement, quand on croit faire le bien, justement, et peut-être à cause aussi de la violence éducative, mais enfin on pourra y revenir dans le débat, on peut en arriver à faire le mal en croyant faire le bien. Voilà, je crois que donc il y a de l'espoir. Et je crois qu'un des personnages du film tout à l'heure disait qu'on peut changer le monde par l'action sur les enfants. Mais je crois que là, on a une formidable possibilité. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Morel. Merci. Je vous laisse poursuivre, Miranda, et puis ensuite on aura peut-être un temps d'échange avec des questions qui vous seront adressées à tous les deux. D'accord? Donc, un quart d'heure, 20 minutes, ça vous va? Oui. Oui. Donc merci Olivier d'avoir présenté justement cette idée. Oui, la nature humaine est bonne. Comment ça va? Vous m'entendez bien là? Ah voilà, c'est ça. Je sentais que c'était pas assez fort. Merci. Oui, donc l'idée, moi je vais vous présenter comment faire autrement. Comment faire justement pour par rapport à ces fonctionnements qu'on a hérités de notre passé, de toute l'histoire, qu'on pensait que c'était bien de faire ça. Jusqu'à présent, on se rend bien compte, là vous êtes tous présents dans la salle, qu'on a envie de faire autrement. Et donc c'est vrai qu'il y a le train ressources qui permet de voir qu'est-ce qu'on peut utiliser comme ressources. Et moi ce que je vous propose là, c'est de vous donner, on va dire en 4 grandes lignes, comment faire autrement, comment essayer de rester dans cette... d'accompagner les enfants dans cette idée que oui, la nature humaine est bonne. Voilà. Donc la première grande ligne, déjà moi je vais me lever. Bien. Oui, bien approché, et je préfère me mettre debout. La première grande idée, c'est vraiment de comprendre l'enfant. Voilà, de comprendre l'enfant, de s'intéresser à cet enfant. Voilà, jusqu'à présent, on avait une idée de comment il fallait faire au niveau de l'éducation. Là, aujourd'hui, maintenant, avec toutes les découvertes qu'on a fait, avec les découvertes scientifiques, on se rend compte que l'enfant a un fonctionnement qui lui est propre, notamment au niveau des neurosciences affectives, au niveau du fonctionnement du cerveau. Et du coup, on ne peut plus faire ce qu'on faisait avant. Donc, on se rend compte que son cerveau est complètement immature. Voilà, qu'il y a une grande immaturité au niveau de la construction des neurones, au niveau du fonctionnement des émotions. Et c'est pour ça qu'en fait, on se rend compte que ce n'est pas possible d'accompagner l'enfant comme on faisait avant. Et c'est à l'adulte, quelque part, de changer sa posture, de changer son regard sur l'enfant. Donc c'est pour ça, c'est la première des choses, c'est s'informer, s'intéresser, développement de l'enfant. Donc comme je disais, aller visiter le train, s'intéresser aux neurosciences, parce que l'enfant a son fonctionnement qui est propre. On a souvent dit que l'enfant, c'est une petite personne. Il y en a qui ont confondu petite personne et petit adulte. L'enfant, c'est une petite personne, c'est un petit humain qui est en devenir, qui est en progression. Et l'idée, c'est d'aller voir sur sa colline comment il fonctionne. Et donc nous, en tant qu'adultes, comment faire concrètement? Déjà, voilà, comme je vous disais, c'est s'intéresser et changer notre posture en tant qu'adulte. C'est-à-dire que de plus se dire, quand un enfant a un comportement, il me cherche ou il fait exprès, pas le prendre pour nous en tant qu'adulte, en se disant qu'il a un fonctionnement de petit adulte. Non, si un enfant a tel ou tel comportement, c'est lié
à son fonctionnement, à l'idée que son cerveau est immature. Donc, quand il va faire une crise ou un caprice, comme l'interprètent beaucoup d'adultes, non, déjà on va dire les caprices, c'est pas un caprice. Il va vouloir exprimer qu'il y a quelque chose qui va pas pour lui. Donc après, ça va être selon l'âge, on n'a pas le temps de le faire par âge, mais ça va être tempête émotionnelle, crise, ça va être, soit c'est une décharge, on a vu par rapport aux neurosciences, une décharge d'adrénaline chimique au niveau du cerveau, il a besoin d'évacuer le stress, donc ça passe par une crise, soit il y a vraiment quelque chose qui n'est pas satisfait, qu'il a, je sais pas, un besoin de dormir ou pas assez manger, soit il est dans l'imitation. Tout à l'heure, Olivier, tu parlais de ce phénomène d'imitation. Donc un enfant qui est en colère, le job de l'adulte, c'est de se dire qu'est-ce qui se passe pour lui. Et c'est pas le prendre pour soi. C'est pas un petit adulte, c'est une petite personne. Qu'est-ce qui se passe pour cet enfant ? L'enfant, il n'a pas encore la capacité de dire là, maman, ça va pas du tout. Là, je suis très en colère parce que j'ai faim, j'ai pas mangé mon goûter encore. Alors je suis en train de faire une crise parce que là, il y a l'hypoglycémie qui guette. Non, il va pas vous raconter ça. L'enfant, il est vraiment, c'est de l'émotion. Et vous, en tant qu'adulte, c'est d'arriver vous dire par cette idée d'empathie, de se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe pour lui à ce moment-là ? Donc déjà, c'est cette idée de changer de posture et de faire, donc du coup, avec l'enfant. Dans le film, à un moment donné aussi, ils l'ont dit, dans l'extrait qu'on a vu, c'est faire avec l'enfant, l'accompagner. Comment faire pour l'accompagner, pour être avec lui ? Comment faire pour l'amener à, quelque part, faire en sorte que son cerveau soit un peu plus mature petit à petit. Comment faire pour l'accompagner, pour qu'il puisse garder ses qualités d'empathie, ses qualités qu'il a de tout petit, d'aider, d'être avec les autres. Comment faire pour accompagner ça ? Donc, comment faire concrètement ? Ça passe par comment communiquer autrement avec l'enfant. Comment avoir une communication, on va dire, moins maladroite. Comment avoir une communication qui lui permette de grandir. C'est là que moi je me suis intéressée, et beaucoup aussi de spécialistes, c'est ce qu'on appelle la communication, là pendant que je vous parle, on va dire c'est communiquer, c'est quoi ? C'est quelque chose de vivant. Communiquer, c'est pas juste dire des mots qu'on a appris ou une phrase qu'on va essayer de reproduire, qu'on a lu dans un livre, qu'on va essayer de dire à l'enfant. Maintenant, la communication, pendant que je vous parle, on dit que c'est 93% du message, quand on parle, c'est du non-verbal. Donc 7%, c'est le contenu, c'est le mot que je vais dire. Quand je dis le mot que je vais dire, c'est 7%. Tout le reste, c'est le non-verbal. Ça va être l'ancrage, la posture, le regard, l'intention, l'émotion que je vais y mettre. Et en fait, quand on sait que les enfants sont plus sensibles au non-verbal qu'au verbal, on sait ce qu'il nous reste à faire en tant qu'adultes. C'est travailler notre communication, notre façon de communiquer avec eux. Donc alors, c'est un peu compliqué, ça prend du temps parce que la communication, ça ne prend pas dans les livres. On peut un petit peu essayer de déchiffrer. Bon, j'aimais bien, il y avait une formatrice qui disait cette phrase, qui disait « on ne fait pas un gâteau avec un livre de recettes ». Non, pour faire un gâteau, on va essayer, on va prendre les ingrédients, on va s'inspirer du livre, mais après, on va essayer, on va l'adapter, on va se le faire s'approprier, mettre de la créativité. Donc c'est vraiment se dire que la communication avec les enfants, pour les accompagner autrement, ça va être de communiquer, de travailler sur le non-verbal, d'être vraiment dans l'intention. Souvent on parle de l'intention. Je sais qu'il existe plein de méthodes, d'outils aujourd'hui, et chacun va y trouver ce qui l'intéresse. Et pour moi, ce que je pense même à l'OVO, ce qui est le plus important, c'est vraiment d'être dans une autre posture en tant qu'adulte. Et la base, c'est l'intention. Comment je suis avec l'enfant ? Quelle intention j'ai ? Cette intention d'amour inconditionnel, cette intention d'accompagner, que l'enfant, c'est son comportement. S'il se passe quelque chose, je vais essayer de voir qu'est-ce qui se passe pour lui et pas essayer de le corriger, de l'amener à faire selon telle et telle idée que peut avoir l'adulte de ce qui est bien ou pas. Et c'est vraiment de se mettre à la hauteur de l'enfant. Et du coup, dans la communication non verbale, je vais essayer d'être un peu plus concrète pour vous apporter une piste, même si ce n'est pas là en quelques minutes un des éléments qu'on a, nous, en tant qu'humains, tous les humains, c'est, on a parlé du langage des émotions, tout ce qui est dans l'émotionnel, mais le principal, c'est l'écoute. Et l'écoute, c'est vraiment, j'allais dire au niveau de la communication, c'est la principale chose, en tant que nous adultes, qu'on a de reconnecter et vraiment d'utiliser. Comme je vous disais, les enfants, ils sont dans le non-verbal, ils comprennent plus le non-verbal que le verbal. L'écoute, c'est un élément pour se mettre avec l'enfant au niveau de cette communication non verbale. C'est vraiment une clé. Maria Montessori disait que les enfants sont des éponges. Moi, j'ai lu des ouvrages, une éducatrice qui disait que ce sont des sismographes.
C'est-à-dire que plus que des éponges, ce sont des sismographes. C'est-à-dire qu'un enfant, quand vous allez entrer en communication, en relation avec lui, il va vraiment sentir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, au niveau de vos émotions, au niveau du ressenti, même avant que vous en ayez conscience. C'est pour ça que des fois, il y a des parents qui disent « je ne sais pas, moi j'ai lu des livres, j'ai fait la formation, puis j'arrive à la maison et bien sûr, il y a eu un clash, je me suis énervée et je n'avais pas envie de m'énerver. Je suis arrivée, j'ai passé un temps avec mon enfant, j'ai joué, j'ai fait tout comme essayer de faire pour que ça se passe bien. Et puis à un moment donné, je me suis énervée. Et souvent après, en discutant, on se dit « et comment ça s'est passé la journée au travail ?» Oh, le travail, ça a été épouvantable. Mais bon, quand je suis arrivée à la maison, j'ai mis une chape dessus, un chapeau dessus. Et je me suis dit « ok, la bienveillance éducative, je vais m'occuper de mes enfants. » Et en fait, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'enfant, comme il est très sensible, comme je vous disais, il sent vraiment le non-verbal, il va sentir qu'il y a un truc chez la maman ou le papa ou la personne qui s'occupe de lui qui est... Je vois que là, elle sourit, elle a l'air détendue, mais il y a quand même un petit quelque chose là qui fait qu'elle n'est peut-être pas forcément totalement bien alignée. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer à un moment donné dans la soirée? Hop, on a l'impression qu'ils vont appuyer juste là, sur le bouton, où ça va faire sortir la colère. Oui. Après, qu'est-ce qui se passe? Vous vous mettez en colère. Souvent, on se met en colère. Mais du coup, après, là, je vois mieux, ça y est, c'est sorti, il y avait un truc à sortir. Donc l'enfant, on va dire quelque part, quand on est en relation dans cette idée-là de communiquer avec lui, on se rend compte qu'il nous aide quelque part aussi, nous, à grandir en tant qu'adultes. Donc quand je parle d'écoute, c'est écouter l'enfant, mais aussi s'écouter soi. Donc la base, c'est en tant qu'adulte, apprendre à s'écouter. Qu'est-ce que ça va réveiller chez moi? Là, je vous ai donné l'exemple au travail, ça s'est mal passé, mais ça peut être autre chose. Et en fait, souvent, ce qui se passe, nos propres émotions, en interaction avec les émotions des enfants, ça fait des miroirs. Les relations humaines, on s'est rendu compte que c'est ça. Les enfants vont nous faire comme un miroir de ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, c'est notre travail d'adulte, si on veut accompagner les enfants autrement, c'est de s'occuper de nous. Je ne sais plus qui c'est qui disait, je crois que c'est Isabelle Filiusa, ou on dit aussi, vous savez, dans les avions, on dit en cas de dépressurisation de l'appareil, en premier, le masque à oxygène, c'est aux parents. Et après, on met le masque à oxygène à l'enfant. Donc ça fait bizarre, on dit non, on s'occupe en priorité de l'enfant. Mais si vous tombez évanoui, qui c'est qui va s'occuper de l'enfant après? Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est en tant qu'adulte de s'occuper de soi, de ses émotions, et pour accompagner l'enfant, pour pouvoir accompagner les émotions de l'enfant, parce que pour pouvoir accompagner autrement l'enfant, ça va être d'être vraiment à l'écoute de ses émotions, mais si nous-mêmes on en est complètement coupé, merci les enfants de nous réapprendre ça. Et donc, comme je vous disais, l'écoute, c'est la clé. L'écoute, ça va être d'écouter l'émotion de l'enfant, de vous connecter à lui en premier, quoi qu'il se passe. C'est vous connecter à l'enfant. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'émotionnel? Une phrase dit on peut accueillir tous les sentiments des enfants. Après, il est toujours temps de discuter, de lui expliquer ou de voir comment faire pour faire autrement. Comment, je sais pas moi, lui expliquer que là, quand il se bagarre avec son frère, non, c'est pas possible. Essayer de lui dire plutôt avec des mots, pas avec les poings, d'essayer de trouver des solutions. Il y a plein. Je vais pas rentrer dans tous les détails des différentes situations, mais la base, c'est de vous mettre à la hauteur de l'enfant, selon son âge, de se mettre à sa hauteur. C'est pour ça, au niveau du non-verbal, un enfant, quand vous êtes face à lui, s'il est tout petit, il faut faire proportionnellement. Imaginez que vous êtes face à un géant. Donc, c'est de se mettre à sa hauteur, de l'écouter. Et moi, j'aime bien aussi cette phrase qui dit « si on a 2 oreilles et une bouche, c'est parce qu'il faut 2 fois plus écouter que parler ». Voilà, c'est vraiment ça. Donc là, vous êtes tous en posture d'écoute. Et c'est vraiment, en tant qu'adulte, on est toujours plein de super conseils. Quand les enfants viennent vous voir, on parle, on leur explique, et on les coupe, quand on n'utilise pas l'écoute en premier, on les coupe de ce cheminement d'arriver à trouver par eux-mêmes la solution. C'est ce qu'on fait aussi entre adultes. Qu'est-ce qui nous fait du bien à nous en tant qu'adultes? C'est quand on a quelqu'un qui nous écoute. On peut... Quand on ne va pas bien, on appelle quelqu'un, on sait que c'est quelqu'un qui est une personne ressource, à qui on peut parler. Ça rejoint ce que tu disais, Olivier, tout à l'heure, l'idée que les enfants, ils sont... cette idée d'être ensemble, d'être en société. Moi, j'allais dire, là, on est quelque part sur une vague où on se rend compte que on va accompagner nos enfants autrement. Et l'idée, c'est de ne pas être tout seul, de trouver du soutien.
ou avec des groupes professionnels, ou avec des groupes de parents, parce que c'est difficile de vouloir changer, de vouloir faire autrement pour nos enfants quand on est seul. On a besoin d'être à plusieurs, on a besoin de la coopération. L'être humain, il est fait de coopération, de relations humaines. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a une étude qui a été faite par Harvard, où on s'est rendu compte que qu'est-ce qui faisait que les adultes vivent très longtemps et en bonne santé et heureux dans leur vie, mais en fait, c'est quand ils ont des bonnes relations avec les autres. Et donc l'idée, c'est ça, c'est d'accompagner les enfants. Oui, la nature humaine est bonne. À partir du moment, voilà, on les accompagne en étant dans l'écoute et en essayant d'adapter notre communication. Il y a un dernier point que je voulais dire par rapport aux grandes idées. Ce qui est important, c'est que ce qu'on n'a pas appris à l'école, ce qu'on n'a pas appris dans notre éducation, c'est de s'accorder le droit à l'erreur. On a le droit de se tromper. Là, vous êtes tous, vous assistez aux conférences, il y a le train ressources, on prend des informations, on dit ok, je vais essayer de faire ça, ok, j'ai compris ça, et quelque part, j'allais dire presque de repartir avec une seule chose. Si vous aviez une seule chose que vous vouliez faire, ça serait quoi ? Dans cette idée de faire un premier pas et d'y aller tranquillement, pas à pas. Oui, on a envie de changer, oui, on a envie de faire autrement, et on va se tromper. L'erreur est humaine et on a le droit de se tromper, voilà, et de le faire sans culpabilité. On parlait du cerveau des enfants tout à l'heure, voilà, qui est immature, et nous, on va dire, on a un cerveau mature, un cerveau d'adulte. Voilà, comment faire que les deux se rencontrent. On a aussi un cerveau adulte et qui est malléable, on appelle ça la plasticité cérébrale. Donc à tout âge, on peut changer. Donc même si on est grands-parents et on se dit j'ai pas fait ça pour mes enfants, ou à tout âge, tout peut être modifié. Ce qui importe, c'est là, maintenant, tout de suite, c'est d'accompagner l'enfant. C'est le moment présent. J'allais dire, c'est aussi une autre notion, c'est que les enfants, ils sont à 6000% dans le moment présent. Donc en tant qu'adultes, ils vont nous montrer, qu'est-ce qui est important pour lui maintenant. Vous avez des enfants, des fois, qui passent des heures à ouvrir, fermer des bocaux, et qui sont complètement absorbés par ça, parce que leur cerveau est en train de se développer. Donc ça aussi, c'est de se mettre au rythme de l'enfant. Et on a une société où il y a beaucoup de stress, et on se rend compte que c'est beaucoup le stress qui nous empêche d'être complètement disponible et présent à l'autre, présent à l'enfant. Donc je voulais terminer, je ne sais pas, ça fait... C'est parfait. Alors juste une petite citation que j'aime bien pour... Vous avez tout à fait le temps pour une citation. Voilà. Elle peut même être longue. C'est une citation de Janusz Korczak que j'aime beaucoup. Donc Janusz Korczak, qui est un des pères fondateurs de la Convention des droits de l'enfant, internationale des droits de l'enfant, qui dit « Vous dites, c'est épuisant de s'occuper des enfants. Vous avez raison. Vous ajoutez, parce que nous devons nous mettre à leur niveau. Nous baisser, nous pencher, nous courber, nous rapetisser. Là, vous vous trompez. Ce n'est pas tant cela qui fatigue le plus que le fait d'être obligé de nous élever jusqu'à la hauteur de leurs sentiments. De nous élever, nous étirer, nous mettre sur la pointe des pieds, nous tendre pour ne pas les blesser. » Voilà. Merci. Merci Séverina. Merci beaucoup pour ces deux présentations qui se complétaient parfaitement. On a le droit de se tromper, vous avez le droit de poser des questions. Alors, il va falloir en profiter. C'est maintenant, vous les avez sous la main, ça va durer 10 petites minutes. Donc, vous allez pouvoir lever la main bien haut, parce qu'on respecte quand même des règles, on lève la main. Ah bah oui, je ne vous voyais pas noir sur le t-shirt noir derrière, là, je ne voyais pas. Ah! Bonjour, je voulais revenir sur la notion d'erreur dont vous aviez parlé. Et moi, je fais une grosse différence entre l'erreur et la faute. Et c'est vrai que dès l'école, on parle de faute. Tu t'es trompé, c'est faux, c'est pas bon. Et c'est vrai que l'enfant, pour en avoir dans mon entourage, se construit avec ça. J'ai fait une erreur, je suis nulle, c'est pas bon, j'ai une mauvaise note. Et c'est vrai que moi, je suis tout le temps en combat à dire c'est ton exercice qui est faux, c'est une erreur, mais tu apprends de ton erreur. Et en fait, ils sont complètement modulés, formatés, que c'est leur être qui est mauvais. Voilà. Merci. J'y arrive, monsieur. Du coup, c'était pas vraiment une question. Non, mais... Voilà, d'accord. Okay. Non, il n'y a pas forcément de réponse, vous attendez pas forcément de réponse.
tout à fait. Mais ouais. Bah, c'est le travail qui sous-tendait un petit peu la réflexion sur la question des notes et de l'évaluation. Cette réflexion-là, elle était sous-tendue par cette idée. Monsieur, c'est à vous. J'ajoute un petit mot à propos de votre réflexion. C'est qu'une des conséquences de la violence éducative dont je n'ai pas parlé, c'est justement le fait d'amener les enfants à se considérer comme nuls. On a besoin de me corriger. Si on ne me corrige pas, je suis mauvais. Et les gens qui sont vraiment dans les pays où il y a encore des violences très fortes, les gens sont capables de dire, par exemple, j'ai eu le témoignage de quelqu'un qui essayait d'apprendre volontairement, comme ça, bénévolement, à conduire une personne du coin. Mais la personne lui a dit « Ah mais non, moi je sais pas, si on me frappe pas, je sais pas. Il faut me corriger, il faut me battre, quoi. » C'est terrible, c'est une façon de se diminuer qui est terrible et qui a eu des répercussions sur la façon de voir les enfants. Presque tous les mots qui désignent les enfants sont péjoratifs en français. C'est quelque chose d'ahurissant. J'étais très surpris quand je l'ai vu, et y compris le mot « enfant », qui signifie simplement « qui ne parle pas ». Infance, c'est celui qui ne parle pas. Et moi, je voulais dire, par rapport à cette idée de violence éducative ordinaire, justement, il y a des enseignants qui essayent de mettre en place l'idée du stylo vert, de souligner plutôt tout ce qui a été fait de positif avant de parler de l'erreur. Et enfin, voilà. Merci. Bonjour, je voudrais savoir, alors moi je suis arrivé, j'ai eu 10 minutes de retard, si vous aviez parlé de l'origine des violences éducatives, et est-ce qu'on a des données là-dessus? Est-ce que ça a toujours existé, ces violences éducatives, donc psychologiques, légères, plus ou moins d'ailleurs? Dites-nous. Il fallait arriver à l'heure. Non, je rigole. Non, il n'y en a pas. Alors, je n'en ai pas vraiment parlé, non, je n'ai pas développé cette partie, mais je peux en parler un peu, il y aurait beaucoup à dire. Ce qu'on peut savoir, ce que j'ai réussi à savoir, parce qu'il y a peu d'études là-dessus, c'est qu'apparemment, les sociétés de chasseurs-cueilleurs ne frappent pas leurs enfants. La plupart des sociétés de chasseurs-cueilleurs ne les frappent pas. Ils ont comme principe, un des proverbes qu'on trouve dans certaines de ces sociétés, c'est que l'enfant ne suit que l'exemple. Il faut lui donner l'exemple. Il faut lui donner l'exemple, et il n'écoute il n'y a que ça qui lui permet de grandir. Donc, si c'est vrai, c'est un peu hypothétique, c'est pour ça que je dis si c'est vrai, ça voudrait dire que pendant la majorité de la durée de l'existence de l'humanité, c'est-à-dire il y a 200 000 ans jusqu'environ au néolithique, disons 10 000 ans, 12 000 ans, l'humanité n'aurait pas frappé ses enfants. Ce qu'on constate dans la préhistoire, c'est qu'il y a peu de violence dans la préhistoire avant le néolithique. La violence, ça commence vraiment avec le néolithique. Alors, pourquoi on a commencé? On ne peut faire que des hypothèses parce qu'on ne sait pas exactement. Les premiers proverbes dont je vous ai parlé qui sont écrits, en réalité, ils transcrivent des proverbes qui ont dû circuler pendant des siècles oralement. Vous savez que les civilisations orales qui n'ont pas d'écriture, elles ont une riche littérature, mais une littérature orale. Et dans cette littérature, il y a beaucoup de proverbes. Je me rappelle avoir eu un élève qui venait de Somalie, en maths sup, je l'ai eu, et il me disait, mais moi, je connais des quantités de proverbes et de généalogies, ça faisait partie de sa culture orale. Donc ça a dû circuler longtemps avant. Mais comment c'est venu? Moi, l'hypothèse que je formule, c'est que au moment du néolithique, qui a été un énorme changement, au moment où les gens se sont mis à cultiver la terre, à faire de l'élevage, où ils se sont sédentarisés, il y a eu à mon avis, deux grands changements qui peuvent expliquer le passage à la violence éducative. D'abord, les femmes, parce qu'elles marchaient moins et parce qu'elles allaitaient moins, parce qu'elles pouvaient donner des bouillies de céréales aux bébés, ont eu leur naissance qui se sont rapprochées. Dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, l'écart entre les naissances, c'est 4-5 ans. Dans les sociétés sédentarisées, c'est 2-3 ans, si on laisse faire, s'il n'y a pas de régulation. Or, des enfants de 2-3 ans qui voient arriver le suivant, qui le voit téter la mère, c'est un intrus, c'est un usurpateur, et ils ont souvent des réactions de violence, parce qu'il y a une espèce de jalousie. Et il est très possible qu'à ce moment-là,
les mères qui, étant en train d'allaiter, j'ai parlé de l'ocytocine, un autre effet de l'ocytocine, c'est de rendre les mères extrêmement protectrices à l'égard de leur nouveau-né. C'est-à-dire qu'elles sont prêtes à sortir les griffes dès qu'on attaque le nouveau-né, mais c'est instinctif. Et donc, il est possible qu'il y ait eu un début de comportement violent à l'égard des enfants qui a pu ensuite être théorisé et devenir des proverbes, etc. Et puis après, une fois que ça a commencé, il suffisait de la répétition pour que ça continue. Et deuxième explication possible, c'est que dès qu'on a commencé l'agriculture, il a fallu beaucoup de main-d'œuvre. Et il est vraisemblable qu'on a utilisé tout le monde, y compris les enfants. On voit aujourd'hui encore dans des sociétés d'éleveurs, on voit des enfants qui sont envoyés à des kilomètres tout petits. Si vous lisez le livre de Gavino Leda, Padre Padrone, et vous verrez que ce petit garçon de Sardaigne a été envoyé, je crois, sans exagérer, je crois que c'était à 3-4 ans, il a été envoyé dans la montagne garder les troupeaux. Il était terrifié et il a fallu le battre pour qu'il y aille. Et donc, il a pu s'instaurer à ce moment-là des rapports de force. Et ensuite, une fois que ça a commencé, ça continue parce qu'un enfant qui a été battu, je vous l'ai dit, il a appris les gestes, il a appris le comportement, et puis après, ça se répercute. Voilà, mais on ne peut faire que des hypothèses. Moi c'est mon hypothèse. Alors, en attendant qu'il y ait une autre question, pour prolonger cette réflexion, moi, mon interrogation, c'est surtout pourquoi, dans notre pays, à nous, la France, c'est si difficile de lutter contre les violences éducatives ordinaires. Je rappelle que je crois que c'était dans les années 60, la France était le premier pays d'Europe en termes de vente de martinets. Ouais. Et on a bien vu ce qui s'est passé avec l'amendement d'interdiction de la fessée, retoqué par le Conseil constitutionnel pour des raisons de forme plus que de fond, mais en tout cas retoqué. Et on sait très bien que c'est toujours compliqué quand on monte au créneau sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a quelque chose de culturel là-dedans qui tient à une spécificité française? Enfin, comment vous l'analysez, vous? Là aussi, on ne peut faire que des hypothèses. C'est vrai que un bon nombre de pays européens, maintenant, je ne sais plus, on en est à 20 et quelques, ont interdit toute forme de violence éducative et même d'humiliation. Et la France, pour le moment, est extrêmement réticente. On a beaucoup de mal à faire proposer simplement une loi. Une des explications que je vois, j'espère que je ne vais pas blesser certaines d'entre vous, c'est l'importance qu'a prise en France, comme en Argentine et comme en Italie et en Suisse, je crois, la psychanalyse. Malheureusement, quand j'ai commencé à étudier les livres qui préconisaient la violence éducative, mais c'était presque toujours des livres de psychanalystes, parce que, pour une raison simple, c'est qu'ils ont une conception de l'enfant animée de pulsions terribles, violentes, pulsions de mort, parricide, d'inceste, etc., que tout ça, ça doit être corrigé. C'est la loi, d'abord, il faut que la loi corrige. C'est la seule explication que je vois. À part ça, je ne vois pas pourquoi la France... Alors, il se trouve, c'est intéressant, il se trouve que quand j'ai fait référence à la vente de martinets, c'est une information que j'avais trouvée dans un très vieil article de Parents, un article qui datait de l'année de la création du magazine, qui était 1969. Moi, j'ai travaillé 11 ans au magazine Parents et j'ai passé beaucoup de temps dans les archives. Et donc, l'année de la création 69, ils avaient fait un gros sujet sur les violences... Alors, on ne les appelait pas les violences éducatives ordinaires, mais sur ces violences-là. C'est dans cet article qu'on expliquait que donc la France était championne en termes de vente de martinets. Et on donnait la parole dans le magazine aux spécialistes pour leur demander leur avis sur est-ce que c'est bien ou mal de frapper les enfants. Et pour rejoindre votre propos, il y avait 2 spécialistes qui étaient interviewés. Alors, j'ai plus les noms, puis je crois que si je les avais, je les donnerais pas. Et les 2 spécialistes expliquaient effectivement que oui, ça ne pouvait pas faire de mal et que de temps en temps, c'était bien pour donner un cadre à l'enfant, pour le garder. Et c'était 2 spécialistes qui étaient des psychanalystes, effectivement. Mais ça m'avait frappé en lisant l'article. Alors, ça ne veut pas dire que tous les psychanalystes pensent ça. Aujourd'hui, c'est un courant. C'est un courant, voilà. C'est un courant avec des branches, des ramifications. D'ailleurs, c'est une... Ça vous fait réagir? Si vous voulez prendre la parole pour réagir avec le micro, aucun souci. C'est bien un petit peu de débat.
Bonjour, alors moi je suis directrice de crèche, éducatrice de jeunes enfants et psychanalyste depuis peu. Donc, voilà, merci. Et je pense que dans les écoles de psychanalyse, les choses changent et heureusement, et que justement on va plus dans ce sens et que ce qui pouvait être compris d'une certaine façon par rapport au texte de Freud et du reste sont aujourd'hui revus et heureusement réfléchis de façon différente. Et je pense qu'en effet, ça peut faire évoluer les choses parce que les psychanalystes d'aujourd'hui, je pense, ne sont pas les mêmes que ceux d'hier. Voilà. Très bien, mais c'est une très bonne nouvelle. Ouais. D'ailleurs, il faut rappeler qu'Alice Miller a été psychanalyste pendant 20 ans et qu'un homme comme John Bowlby qui a découvert l'attachement était un psychanalyste. Et Ferenczi était également un psychanalyste, mais lui, il avait compris le danger des violences sur les enfants. En fait, on va dire, moi, ce qui me vient, c'est que à partir du moment, peu importe peu importe, on va dire la profession, à partir du moment où c'est un humain ou à un moment donné, il se dit, bah, tiens, comment on pourrait faire autrement ? Voilà, donc il se trouve qu'effectivement, il y a peut-être eu un peu plus de temps à ce que certains psychanalystes se posent des questions, comment faire autrement. Mais voilà, je pense que, en tout cas, merci pour témoignage. Ça veut dire que jusqu'à présent, c'était comme ça et que maintenant les choses changent. Donc voilà, c'est ce qu'on disait, on est sur la vague du changement. Merci. Oui. C'est aussi pour aller dans ce sens, c'est un petit message aux gens qui sont dans la salle. Il y a beaucoup d'étudiants, il y a des jeunes mamans. Aujourd'hui, il y a la théorie de l'attachement qui vraiment s'oppose à la théorie psychanalytique de Freud. L'enfant n'est pas un être de pulsion, comme on nous l'a dit, comme on nous l'a appris, comme on nous l'a répété. On va oser aujourd'hui dire non à Freud et regarder de plus près la théorie de l'attachement, qui dit quels sont les besoins de cet enfant et du coup comment on peut y répondre. Donc ceux qui sont en recherche et ceux qui sont en études, et même les mamans qui se posent mille de questions, allez du côté de la théorie de l'attachement. Et laissez tomber un peu le peur Freud. Oui, oui, d'ailleurs, la théorie de l'attachement, il faut savoir que dans le monde, c'est super connu. Et en France, on commence à peine à en parler. Parce que justement, ben voilà, il y a un peu plus... Alors, ce qui est intéressant, c'est que néanmoins, les psychanalystes récupèrent maintenant la théorie de l'attachement, comme ils récupèrent les neurosciences. Alors, on pourrait se dire... c'est un peu arriviste comme position, mais moi je voudrais voir le verre à moitié plein. Je me dis finalement c'est pas plus mal s'ils se mettent à la page en récupérant. Mais vous avez raison, bien évidemment, on l'oublie souvent qu'ils étaient les premiers à s'opposer à cette théorie, et que c'est certainement ce qui explique qu'on soit si en retard sur cette notion-là, notamment dans un domaine qui moi me tient à cœur, qui est la protection de l'enfance. En protection de l'enfance, par les théories de l'attachement, c'est très compliqué. Or, s'il y a un secteur dans lequel c'est primordial, c'est notamment celui-ci. Mais je ne vais pas monopoliser la parole. Merci. Bonjour. Moi, j'aurais une question. J'ai mes beaux-parents, mais même mon conjoint, qui ont l'habitude de me dire « mais une fessée, ça traumatise personne ». Bon, je suis foncièrement contre, c'est mon point de vue personnel, mais du coup, qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là ? Parce qu'on ne peut pas leur dire « oui, tous les enfants vont chez le psy après ». C'est pas vrai, et en plus, ils ne comprennent pas. Donc, qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là ? C'est une très bonne question. Moi, ce que je dirais, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on se rend compte que l'impact d'une fessée, c'est au niveau physiologique. C'est même pas aller voir un psychanalyste, c'est que ça a une incidence directe sur la santé de l'enfant, sur le fonctionnement physiologique de l'enfant. C'est-à-dire que c'est un stress. Selon l'âge de l'enfant, ça bloque le développement des neurones. Ça a une incidence sur le développement du cerveau. Et aujourd'hui, même, on se rend compte dans le développement de l'ADN, ça fait des modifications, on appelle ça l'épigénétique, sur le développement physique de l'enfant. Donc c'est même plus psychologique, c'est scientifique. Donc j'allais dire, moi c'est un argument maintenant, merci les neurosciences affectives, merci les découvertes scientifiques, c'est prouvé scientifiquement. Donc il n'y a même pas à discuter. C'est ce qu'on disait jusqu'à présent, on ne savait pas. Une bonne fessée, oh ça va, ça n'a jamais fait de mal à personne, regarde, moi j'en suis pas mort. Toutes les phrases qu'on peut entendre, oh ça va sur la couche, une petite fessée sur la couche, il sent rien. Ah, non, ça a une incidence, c'est physiologique et scientifiquement prouvé. Mais est-ce que votre conjoint trouverait ça normal, si vous avez un différend et que vous n'êtes pas d'accord, est-ce qu'il trouverait ça normal de vous mettre une gifle ? Merci. Donc, pour le coup de mon conjoint, ça c'est bon, ça lui il comprend, mais alors mes beaux-parents, pas du tout. Ils vivent dans le centre de la France, c'est un peu schématique ce que je dis, mais c'est la réalité. Ils sont encore à l'idée où un coup de pied au cul, ça meurtrit personne, quoi. Donc,
Alors, je peux compléter ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de l'effet des fessées, qui est une des rares choses que Freud avait vues en ce qui concerne les punitions corporelles, c'est qu'effectivement, une fessée, Rousseau l'avait dit dans ses Confessions, où il raconte qu'ayant reçu une fessée à l'âge de 7-8 ans, il est devenu masochiste à vie, masochiste, c'est-à-dire, attention, c'est pas le fait d'aller ensuite dans des clubs sadomasochistes parce que c'est amusant. Parce que quand on est un adulte libre et consentant, c'est... Oui, moi, ça ne me regarde pas, mais ce sont des gens, ceux qui sont vraiment masochistes de cette façon, ce sont des gens qui ne peuvent plus avoir de plaisir sexuel autrement qu'en étant frappés. Quand j'ai publié mon livre « La fessée », j'ai eu plusieurs personnes, hommes et femmes, qui m'ont dit qu'il leur était arrivé exactement cela. Ils ont reçu une fessée qui a déclenché une sorte d'orgasme, parce que simplement par la proximité, c'est physiologique, hein, c'est par la proximité des terminaisons nerveuses du sexe et des fesses, et ça a déclenché un orgasme, et ensuite une fixation entre les deux, et plus moyen d'éprouver de plaisir sexuel autrement. Et des gens extrêmement malheureux qui vraiment en souffraient beaucoup. Donc c'est un peu quand on donne une fessée... Alors bien sûr, ça n'arrive pas dans tous les cas, bien sûr. Mais quoique on ne sait pas, peu de gens le crient sur les toits. Hein. Je voulais dire quelque chose que j'ai oublié. Oui, donner une fessée à un enfant, c'est un peu comme faire jouer à la roulette russe. Hein. Dans beaucoup de cas, bon, vous aurez de la chance, ça tombe pas... ça ne va pas percuter l'endroit où il y a une balle, mais des fois, ça peut arriver. Et voilà de quoi on peut être responsable par ce geste. Madame, vous pouvez peut-être essayer avec vos beaux-parents l'argument du risque du masochisme à vie. On ne sait pas. Et juste ce que je voulais rajouter aussi, c'est que souvent, c'est pas possible de convaincre. Des fois, il faut que ce soit la personne, à un moment donné, il va y avoir un déclencheur, et des fois, donc c'est d'aller plutôt vers les personnes qui sont dans votre sens, et puis voilà, que ça passe. Et je sais pas si vous les voyez souvent, s'ils sont dans le centre, voilà quoi. Alors, on va prendre deux dernières questions très rapidement, parce que là, on a déjà dépassé. Oui, voilà. Donc moi, c'est pour savoir quel est le discours qu'on peut tenir aux personnes qui font l'amalgame entre l'éducation actuelle, enfin les problématiques actuelles avec les enfants et l'éducation qui se faisait avant. La comparaison, problématique, genre l'enfant roi, quand on dit alors, l'enfant c'est-à-dire roi, les enfants turbulents ou... actuellement, les crises à répétition des enfants et les discours des adultes qui disent oui, on le recadre avec une fessée. Une éducation plus directive qui se faisait avant, finalement, c'était plus d'ordre. Voilà, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui disent que c'était mieux avant? C'est ça, en résumé. Moi, ce qui me vient, c'est qu'en fait, il y a plusieurs. C'est pas aussi manichéen, aussi simple que ça. C'était pas avant et maintenant. C'est que maintenant, on a une société où il y a beaucoup plus de stress. Les enfants il y a beaucoup plus stimulés. On pourrait presque parler aussi des écrans. Enfin, il y a beaucoup plus de stimulation, ce qui fait que les enfants ont souvent, au niveau émotionnel, besoin de sortir plus, d'évacuer plus. Et puis après, souvent c'est ce côté de dire voilà, avant l'autoritarisme, c'est effectivement les enfants bien sages, bien cadrés, bien carrés. Oui, mais est-ce que c'est des enfants qui sont bien dans leur basket? Est-ce que c'est parce que des enfants qui sont dans la confiance de l'adulte? Et aujourd'hui, moi ce qui me vient, c'est que comment dire, un enfant c'est vivant. Et souvent, ça dérange plus à un adulte de voir un enfant qui bouge, qui saute. Non, mais c'est pas possible. Un enfant, ça doit rester. Donc, il faut voir. J'allais dire, il n'y a pas une réponse unique à votre question. Pour moi, ça va dépendre de quels adultes, dans quel contexte, avec quels enfants, à quel moment. Si c'est en classe, si c'est à la fin de la journée, si c'est un moment où l'enfant ne va pas aller courir dans la nature. Maintenant, on est plus à l'écoute des besoins de l'enfant. Voilà. Un enfant qui crie, qui s'énerve, est-ce qu'il a suffisamment bougé, couru? Est-ce qu'il est allé dans la nature? Est-ce qu'il vient de passer une demi-heure ou une heure sur l'écran? Ça va dépendre de vraiment de l'enfant. Et pas, pour moi, un adulte qui dit ça, c'est son regard d'adulte. Pardon. Alors, je pensais à l'intervention qu'il y a eu tout à l'heure à propos de la personne qui donne des fessées. Alors, vous l'avez dit, dans convaincre, il y a con, il y a vaincre. C'est Thomas d'Ansembourg qui en parlait en ces termes-là.
moi j'ai une idée, pourquoi ne pas aller, en tout cas ça m'est déjà arrivé, ce genre de situation, dans qu'est-ce que vous ressentez quand vous donnez la fessée à un enfant. Et là on voit qu'on n'est plus sur un registre cérébral et qu'on va aller sur du ressenti. Et voilà. Merci. Merci beaucoup, c'était pas une question, hein. Donc il n'y a pas de réponse. On est d'accord? Ok. Mais c'était une super conclusion. Non, je suis désolée, on doit s'arrêter. Je suis désolée, c'est pas possible. Je suis la gardienne du temps et là, ça va être... Merci beaucoup, on les remercie très chaleureusement. On voit que c'est un sujet qui fait réagir beaucoup. Monsieur Morel, vous dédicacez votre livre tout à l'heure, hein. Oui, La nature humaine est bonne, à 14h. 14h, donc c'est au niveau du train, voie E, la gare, ça descend, c'est tout droit. Il y a plein d'autres livres de tous les conférenciers, donc vous allez pouvoir faire vos achats de Noël. C'est formidable. Vous allez acheter utile en plus. Vous les achetez, en fait, la librairie solidaire, elle est le long du train sur la voie E. Vous avez tous les partenaires, donc comme ça, vous les passez tous les voir, ils vont être super contents.